Être et savoir. Espace. 31 mars 2021, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, bonsoir et bienvenue encore une fois dans votre émission Être et savoir. Vous le savez, c'est tous les mercredis, jeudi, quand il est 15h dans le studio de Radio Espace. Nous abordons les questions essentiellement liées au système éducatif de la Guinée et pourquoi pas ailleurs. Allez, bienvenue dans cette émission, mesdames et messieurs, vous l'avez remarqué. Cette émission est rediffusée pendant le week-end, donc les samedis et les dimanches à la télévision à partir de 13h. Thème du jour, monsieur Valier, aujourd'hui, nous allons encore et toujours repartir à Sonfonia tant que c'est pas fini. Évidemment, l'université Sonfonia ou l'université a problème. Effectivement, pléthore d'étudiants à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia. Oui. Créée en 2005 pour réduire la pression des effectifs étudiants à l'université Gamel Abdel Nasser de Conakry. Oui. Aujourd'hui, l'université générale Lansana Conté de Sonfonia croule sous le poids croissant des étudiants. Oui. Ce qui pose problème. D'accord. Évidemment, le vérificateur général pour résoudre ce problème Oui. est en train d'envoyer une équipe d'inspecteurs Oui. pour voir qu'est-ce qui ne va pas et quelles sont les solutions envisageables Évidemment, à l'heure plein actuellement. de questions que l'on se pose. Nous-mêmes, on a besoin de savoir. Donc, si tout va bien, nous allons essayer de trouver des réponses à ces différentes questions dans cette émission. Surtout qu'on a appelé vers Sonfonia. Ils n'ont pas très envie de nous reprendre rien. Mais ce n'est pas le seul sujet, monsieur Vali. Oui, le second thème. Le second thème, c'est des candidatures récalées au niveau de l'enseignement préuniversitaire. En effet, rejet massif de candidatures aux examens nationaux. On se souviendra qu'en 2020, 830 dossiers de candidatures ont été rejetés au compte des examens nationaux. Pour la session 2021, ce sont 20 209 candidatures qui ont été purement et simplement récalées par le ministère de l'Enseignement, le ministère de l'Éducation nationale Oui. et de l'alphabétisation. Oui. Quelles sont les raisons de ce rejet et que reproche-t-on à ces dossiers de candidature? Voilà la question qui nous intéressera aujourd'hui. Si c'est maintenant que vous venez de nous prendre en marche, mesdames et messieurs, l'émission va démarrer Être et savoir juste après cette transition. Être et savoir. Espace. Avec le premier sujet, et j'aime bien démarrer, en parlant de Sonfonia, j'aime bien commencer par M. Alpha. Parce que vous voyez, c'est lui qui est à la fois à l'enseignement supérieur et à l'enseignement préuniversitaire, M. Alpha. Vous avez écouté, nous sommes obligés de repartir à Sonfonia. Comment dirais-je, les effectifs, ça cause problème. Finalement, il y a du nouveau parce qu'on nous apprend que des inspecteurs sont finalement arrivés. Souvenez-vous, la semaine dernière, on n'avait pas, il nous disait qu'ils n'avaient pas reçu la lettre à ce niveau. Donc, ça avance. Bon, pour le moment, on ne peut pas dire que ça avance parce que je pense bien qu'il faut que nous attendions les résultats de ces vérificateurs, de ces inspecteurs qui vont passer dans cette institution. Mais d'ores et déjà, il faut comprendre qu'il y a un sérieux problème à Sonfonia. D'accord. Du point de vue effectif, l'institution n'arrive pas à bien gérer ses effectifs. Et c'est tellement aberrant à tel point que quand vous constatez que dans cette institution, les enfants se lèvent très tôt pour aller suivre les cours. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que les enfants qui sont orientés officiellement dans la plateforme Goupol, à partir de la plateforme Goupol, Oui. ces enfants-là ne trouvent pas de place pour suivre les cours. Parce qu'ils sont mis dans les mêmes conditions. Oui, ils sont mis dans les mêmes... que les illégaux. Des illégaux. Et quand on parle de ces illégaux-là, il y a beaucoup d'enfants qui sont à Sonfonia actuellement, qui ne sont pas admis officiellement au baccalauréat, qui sont installés dans les salles de classe comme des auditeurs libres. Donc c'est une bonne chose que des inspecteurs viennent vérifier. Oui, effectivement, parce que c'est une habitude. Ce n'est pas la seule université. Il y a beaucoup d'universités à Conakry, et voire même à l'intérieur du pays, où les enfants ne sont pas admis officiellement. Nous avons des cadres vraiment qui sont dans une manifestation un peu difficile à gérer, mais franchement, il faut que l'institution là puisse revoir sa copie afin de mettre réellement les enfants à l'aise. Monsieur Vali. Effectivement, M. Alpha l'a annoncé. Mais sur le dossier de Sonfonia, je pense que les choses sont en train de bouger. Oui. Les choses bougent effectivement parce que le ministère de l'Enseignement supérieur a transmis à l'université de Sonfonia une lettre dans laquelle elle avait précisé les dossiers que les étudiants de Sonfonia devaient fournir dans le cadre du contrôle ou de la vérification des effectifs. Oui. Et dans cette lettre, nous avons constaté qu'il y a 4 catégories d'étudiants à Sonfonia. Il y a ce qu'on appelle les étudiants orientés officiellement. Il y a les étudiants en formation payante, les étudiants qui sont fonctionnaires et les étudiants étrangers. Et pour chaque catégorie d'étudiants, il a été demandé un certain nombre de dossiers qui devaient permettre
de savoir effectivement les 4 catégories, pour être clair là-dessus, on a des étudiants qui sont admis l'année dernière et qui ont officiellement été orientés à son étudiants orientés, c'est une première catégorie. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie d'étudiants, ce sont des étudiants qui n'ont pas accepté d'aller ailleurs. Par exemple, orientés à Kanka, ils ne veulent pas, ils vont à Symphonia en formation payante. La troisième catégorie, ce sont des fonctionnaires recyclés qui viennent également payer pour. Et la quatrième, ce sont des étrangers qui ont accepté de venir faire des études. Aussi clair que ça, oui. Voilà. Alors, donc, un certain nombre de dossiers a été demandé. Oui. Je ne sais pas si nous allons peut-être donner les grandes lignes de dossiers qui ont été demandés. Oui, allez-y. Par exemple, pour les étudiants orientés officiellement, il est demandé le badge d'étudiant, l'original du diplôme, le relevé de notes du baccalauréat et la fiche d'inscription et de réinscription. Pour les étudiants en formation payante, c'est pratiquement la même chose. Mais il faut ajouter le reçu de paiement des frais de scolarité. Pour les fonctionnaires qui sont en recyclage, on demande, en plus des diplômes ou des éléments qui ont été demandés pour les autres étudiants, on demande en plus de cela l'arrêté d'engagement à la fonction publique et l'autorisation de la Direction nationale de la fonction publique qui autorise le fonctionnaire à prendre des cours là-bas. Et pour les étudiants étrangers, on demande un badge d'étudiant, le passeport ou la carte consulaire, le diplôme présenté à la première inscription, la fiche d'inscription ou de réinscription et le reçu de paiement des frais de scolarité. Voilà les éléments qui ont été demandés par les équipes d'inspecteurs qui commenceront l'inspection à Symphonia à partir du 12 avril, c'est-à-dire après les congés de Pâques. Du retour des congés. On a vu ces documents signés par le secrétaire général de l'université de Symphonia. C'est lui qui dit aux étudiants, à votre retour, Campbell Camara, donc à votre retour des congés, puisque effectivement il y a des congés pour la deuxième année, la troisième année. Les congés ne sont pas prévus pour ceux de la première année. Non, pas ceux de la première année. Ils ont accusé des retards, parce que comment dire, le contrôle va sur trois sessions. Sur les 3 années, 2018, 2019. Oui, mais moi j'ai une petite remarque à faire. Je crois que pour la session, les derniers orientés, les étudiants en dernière orientation, ceux de 2020, n'ont pas encore reçu les diplômes. Et je crois que d'ailleurs nous en avons parlé ici. Et le problème des diplômes ne semble pas se résoudre. Je pense que l'université de Symphonia doit en tenir compte pour ne pas faire du tort aux enfants. Surtout un argument, mais on va venir là-dessus. Ça doit durer combien de temps le contrôle des inspecteurs? Voilà, le contrôle des inspecteurs, comme je l'ai annoncé tantôt, va commencer le 12 avril et va se terminer le 24 avril. Le 24 avril normalement, sauf qu'il y a des retardataires qui poussent. Ça va aller jusqu'au mois de mai. On nous disait du côté de Symphonia que ça va durer 2 mois, donc le contrôle va durer 2 mois. On s'attend à des résultats dans 2 mois, monsieur Cheikh. Est-ce que vous y croyez? Moi, je pense que on veut créer des problèmes aux dirigeants de Symphonia parce que l'État sait que... Oui, non, attendez, je vais développer. Symphonia, écoutez. Moi, ce qui me fait mal dans l'histoire, c'est... Non, attends, Mohamed Ali. Ce qui me fait mal dans l'histoire... Attendez, monsieur Cheikh, vous estimez qu'on veut la tête de monsieur Koreba? Mais je le dis clairement, on veut la tête du recteur de Symphonia. Ah bon? Je le dis clairement. Vous savez pourquoi? Parce que l'État a orienté officiellement 3 fois en 3 lots des étudiants. Symphonia a présenté, Symphonia a demandé 6500 et quelques étudiants. Capacité d'accueil. Mais l'État a orienté pour la première fois 4000. D'accord. Après, l'État a orienté une deuxième fois, une troisième fois. En tout, il y a 9000 étudiants qui ont été orientés à Symphonia officiellement. Oui, officiellement. Oui. Et on a laissé la place aux étudiants qui doivent faire une formation payante, plus les recycler et tout. Mais il faut que l'administration cesse de faire ça. Je vous envoie des étudiants, vous vous débrouillez avec. Ça non, mais c'est absurde ce que vous êtes en train de dire. Oui, mais monsieur Cheikh, mais pourquoi ce blackout? Pourquoi ce blackout? Attends, pourquoi ce blackout de la part des gens qui ont orienté ces enfants-là à Symphonia? Oui, mais monsieur Cheikh, d'ailleurs, je crois que vous vous contredisez. Monsieur Cheikh se contredit. Non, monsieur Cheikh me dit, monsieur Cheikh, laissez-moi parler. Je parle. Monsieur Cheikh nous dit qu'on veut, je vais résumer ce qu'il a dit, qu'on veut la tête du recteur. Bien sûr. Pas le recteur seulement, mais tous ceux qui sont à côté de lui. Nous, dans nos enquêtes, nous avons voulu, nous avons demandé et insisté à ce que les administrateurs de Symphonia donnent leur version des faits. On nous dit que personne n'a le courage de commenter la présence des inspecteurs. Tout ce que tu dis se retourne contre toi. Mais c'est une erreur de leur part. Ils doivent communiquer. Monsieur Cheikh, il se trouve que
monsieur Koreba, monsieur le recteur, professeur, je crois on s'en souviendra qu'il avait affirmé lors d'une interview qu'il n'y avait rien d'anormal que des dizaines d'étudiants restent debout et restent dehors pour les cours. Et il va plus loin, il fait un parallèle avec l'université de la Sorbonne, l'université de référence du monde francophone, et dire que même à la Sorbonne, des étudiants s'arrêtent. Comme quoi, lui-même trouve quelque part cette situation normale. Si monsieur le recteur avait estimé que cette situation posait problème, je pense qu'il aurait lui-même pris les taureaux par les cornes. Il aurait largement informé l'opinion nationale et l'opinion publique. Mais monsieur Valli, si vous voyez que le recteur de Symphonia est parti jusqu'à dire ça, c'est parce qu'il est sûr que les étudiants qu'il a reçus viennent du département. Il y a des deals. Moi, je vais vous dire, il y a des deals dans tout ça. Mais les deals là, on veut faire penser. Attends, on veut faire penser que les deals c'est au niveau de Symphonia seulement. C'est au niveau de Symphonia seulement. Voilà, c'est bien calé pour cette fois-ci. Le cas de Symphonia a atteint un degré inacceptable. À entendre les choses, on pense que tous les problèmes c'est à Symphonia, ça commence, c'est à Symphonia, ça se termine. Mais ça vient d'en haut. C'est à Symphonia, il faut se dire la vérité. Tout se déroule, tout est en train de se dérouler à Symphonia. Mais les mêmes personnes qui sont les mêmes personnes. Pourquoi les autres universités n'ont pas le même problème? C'est parce que le président s'est mêlé. Les gens, ils veulent tirer le drap de leur côté. Ils déclenchent une inspection de 2 mois. Mais d'ici 2 mois, qu'est-ce qu'on peut faire? En 2 mois, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, en 2 mois, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à une situation qui perdure? Ça fait 3 ans. Non, attendez. Ça fait 3 ans. Monsieur Keita, allez-y. Ce que je vais vous dire, le contrôle dans les institutions d'enseignement supérieur, c'est un contrôle qui est très simple. C'est-à-dire quand vous venez dans 2 mois, si rien n'est derrière ça, dans 2 mois, ils peuvent finir complètement ce travail. Mais j'ai quelque chose à relayer. Il faut comprendre que, c'est-à-dire, on n'impose pas le nombre d'étudiants dans les institutions d'enseignement supérieur. Surtout qu'elles sont indépendantes. Parce que ce sont des institutions qui sont indépendantes. Et mieux que ça, c'est de la magouille. Si il y a un quota qui est là, le quota qu'on envoie dans ton université, si tu sais que ce quota-là a dépassé les bornes, ça te revient à plaindre. Voilà, la capacité d'accueil, tu as tout à fait le droit. Mais ce qui est là, comme vous l'avez tous bien signalé, c'est qu'il y a un deal. Il y a un deal. Généralement, ce que je vous dis comme ça, je le sais pertinemment. Aujourd'hui, dans cette institution, il y a beaucoup d'étudiants qui sont là-bas. Je vous dis, ils ne sont pas admis officiellement au bac. Et le nombre est tellement pléthorique à tel point que j'en sais ce que je suis en train de vous dire. Et mieux que ça, même ceux qui viennent dans les formations payantes, beaucoup ne sont pas dans les normes. Ça, je vous le dis, surtout les étudiants étrangers. Nous avons des cadres dans ce pays qui viennent ajouter sur les effectifs qui sont officiellement orientés dans ces institutions. Donc, il y a un deal qui est là. Mais en tant que premier responsable d'une institution, moi je pense que doit prendre ses responsabilités. Monsieur Alpha, je peux m'exprimer un peu. Moi, je crois que ce que je donnerai quelque part un peu de crédit aussi à l'autre. Vous savez que s'il y a un élément qui incrimine peut-être monsieur le recteur, quelque part, d'abord c'est surtout son silence. Et nous estimons, on l'a dit, qu'il est le premier responsable. Et que lorsque la situation commence à déborder, monsieur le recteur devait prendre ses responsabilités à temps. Que le département vienne le faire, c'est un problème. Il y a eu une lettre toujours du département, nous avons eu cette information, qui demandait, qu'on appelle ça, la réhabilitation d'un bâtiment, l'Institut de tourisme, l'école de tourisme qui est à Kipé. Voilà, on demandait à Kipé Dadia, donc on demandait à ce que ce bâtiment soit restauré afin d'accueillir de façon urgente le trop plein d'étudiants à Symphonia. Alors, partant de ce fait, M. Mohamed Ali, moi je vais terminer. Non, vous allez continuer. Je vais juste signaler à ce niveau que déjà, et c'est là depuis longtemps, tous les étudiants de Symphonia n'étudient pas au sein de l'université. Il y a des démembrements qui sont localisés tourisme et hôtellerie, anglais, ceux qui font anglais, c'est là, ils sont d'ailleurs. Donc, déjà, il y a le fait que Symphonia ne soit pas capable de moi, ce qui m'étonne, c'est que M. Koreba, le recteur qui est ici incriminé, je pense qu'il a dit, que parce qu'on veut la tête du monsieur. Alors, je me suis dit, mais attendez, si le recteur était aussi responsable que nous le pensons, c'est une hypothèse, c'est hypothétique. Si le recteur était aussi responsable que nous le pensons, pourquoi est-ce que le département se sent obligé d'emmener le trop plein d'étudiants dans un autre bâtiment? Je vais vous dire ce qui se passe.
Et puis, on va plus loin. Je vais vous donner des chiffres. Je vais vous donner un chiffre. Oui, allez-y. Et pour la restauration et l'entretien de ce bâtiment, il y a une somme. C'est une somme rondelette. Non, mais c'est des milliards. L'entretien trimestriel est de 1 milliard 777 263 250 francs guinéens. Le bâtiment de Dadia. Le bâtiment de Dadia, qui est un bâtiment qui existe déjà pour l'entretien. Et je crois qu'on va se frotter les mains. C'est pour cela que je dis, c'est une chaîne. C'est une chaîne de malversation. Ah bon? Maintenant, c'est le maillon faible qu'ils vont faire sauter et ils vont le sacrifier. C'est tout. Non, en même temps, il doit prendre ses responsabilités. C'est une chaîne. Mais sa passivité va lui coûter sa tête. Et justement, c'est cette passivité. Mais ça ne suffira pas parce que il faut qu'il parle, il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il se défende. Ça ne suffira pas, sinon même il va couler sur le poids des accusations et il ne pourra pas s'en sortir. C'est le système qui consiste justement à négocier des non-étudiants au sein des différentes universités. Il faut bannir. Mais ça se faisait. Mais le problème, Mohamed Ali, je vais t'expliquer. Mohamed Ali, je vais t'expliquer. C'est quand l'État envoie un nombre d'étudiants supérieur à la demande de l'université, quand ça vient, mais le recteur et ses acolytes peuvent profiter de l'occasion pour glisser certaines listes parce que c'est l'État déjà qui a failli. Cet argument-là, ça passe pas. Non, mais c'est ça. Symphonia a demandé, non, Mohamed Ali, attends, il ne faut pas qu'on pense que tout relève de Symphonia. Non, Symphonia a demandé 6 000, Symphonia a demandé 6 000. Je peux bien comprendre qu'il y a un système qui se déroule dans le dos du recteur. Non, je ne dirais pas jusqu'à dire dans le dos du recteur. Non, peut-être non, je n'irai pas. Non, mais le recteur, si c'est dans son dos, c'est qu'il n'est pas efficace. Le recteur doit avoir en main l'effectif total. Vous croyez que c'est le recteur qui... Non, monsieur... Je parle d'en général. Non, mais je sais que je suis en train de vous dire. Le recteur, on lui présente des papiers. C'est ce que je dis. Et les papiers, c'est des hommes qui élaborent. Il n'y a pas plus magouilleur dans les universités que les responsables de Monsieur Mohamed Ali, on va rappeler les faits. On va rappeler les faits. Monsieur Mohamed Ali, on va rappeler les faits. On va rappeler les faits parce que je crois que d'autres n'avaient pas suivi la première émission. Oui. L'université de Symphonia officiellement a affirmé pouvoir recevoir 6500 candidats, nouveaux étudiants. Ok. Le département de l'éducation, disons, Goupol, la plateforme d'orientation a envoyé 8799 étudiants. Oui. Déjà, ce qui fait une première différence. Les premiers chiffres qui sont tombés, on parlait d'approximativement 10 000. Lorsque nous avons joint la dernière fois M. Mara de l'université de Symphonia, Fahima Mara, il est allé au-delà, il parle même de 18 000 étudiants. 18 000 Alors, voilà, une chose est sûre. Monsieur le recteur ne peut pas ignorer cet état de fait. Voilà. Puisque lui-même, dans son interview, a déclaré reconnaître qu'il y a un gros problème d'effectifs à Symphonia. Est-ce que partant de là, monsieur le recteur ne devait pas déjà mettre une commission de contrôle déjà à l'interne avant que des institutions de se mettre à l'abri viennent agir. Question de se mettre à l'abri. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. On ne peut pas admettre, que si tu acceptes d'écouter, c'est là où nous sommes en train de dire que nous sommes en train d'engager la responsabilité. Non, mais je l'ai clairement engagé. Mais sinon, c'est pas parce que chaque étudiant doit passer dans le bureau du recteur pour se faire inscrire. Voilà, c'est ce que je veux dire. Tu es en train de dire qu'il y a un service qui s'appelle le service scolarité. Toutes les magouilles qui se font dans ce service. Alors, je vais vous dire aussi, il y a des gens qui sont au département, au ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, qui donnent des ordres directement aux responsables de scolarité, qui bypassent le recteur. Parce que la magouille, ils sont obligés de la faire maintenant au niveau des institutions publiques. Avant, c'était dans les privés. Souvenez-vous, c'est en 2017 on a commencé les orientations de ces étudiants. Voilà. C'était en 2007 on a commencé les orientations. Et d'ailleurs, à cette période-là, il y avait la direction. Et à cette période, les détenteurs des universités privées, la majorité travaillaient au ministère de l'enseignement supérieur. Mais ils étaient quasiment tous là-bas. Ils s'auto-collaient des étudiants. C'est quand M. Yero Baldé, il faut saluer, quand il est venu, il a décanté, il a proposé sous des études dirigées par M. Bano à l'époque qu'on ferme les universités privées pendant 3 ans pour prendre cet argent-là et financer des enseignants qui ont envie d'aller parfaire leurs études. D'ailleurs, ça marchait. Maintenant, les gens, ils sont obligés d'ajouter sur des institutions publiques. Du coup, ce qui s'est passé dans les universités privées se passe maintenant dans les universités publiques. C'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, là où se situe mon problème, c'est qu'ils veulent tous amputer
la responsabilité au recteur et au travers de Symphonia. Mais je vous assure qu'il y a des... Non, mais c'est sa passivité qui fait ça. Je vous assure qu'il y a des étudiants qui lui ont été parachutés par des cadres du ministère de l'Éducation. Oui, mais monsieur, c'est ce que j'ai dit. Il sera sacrifié devant l'hôtel et il ne pourra pas s'en sortir. Je vous pose une question simple. À ce niveau, le recteur de Symphonia, il doit quitter ou il doit rester? Bon, à mon avis, on doit faire une étude, on doit faire des perquisitions, savoir s'il est responsable, mais il doit quitter. C'est quoi cette réponse? Non, mais s'il est responsable, non, attends, le problème, qu'est-ce que je veux dire? Vous savez, il y a des étudiants qui sont partis officiellement. L'État a dérapé en augmentant le nom. Non, ça marche pas. Si je te dis que je ne peux recevoir, si je te dis que je ne peux recevoir que 6500 étudiants, tu n'as pas à me donner 8000 étudiants. Mais si je te donne, tu as le droit de refuser. Effectivement, tu as le droit de refuser. Mohamed Ali, il est assis sur une chaise éjectable. Non, attendez. Je ne sais pas pourquoi vous dites cela. Je ne sais pas quelle preuve vous avez. Mais moi, je n'ai rien contre le fait qu'on vienne contrôler. Contrôler. Ça commence à Symphonia. À Kindia, il se passe des choses. Vous ne pouvez pas imaginer à Kindia. On va parler de ça. On parlera des à la fin, est-ce que c'est cette inspection même qui m'inquiète? Est-ce que vous croyez en cette équipe d'inspection? Parce que c'est vrai, c'est le président de la République qui a demandé. Mais le président de la République, il a un service. Il n'est pas sur le terrain. Le vérificateur s'assure que le travail se fasse bien. Mais c'est d'autres hommes. Une équipe qui va rester à son fournier. Mohamed Ali, qui dit que parmi ces inspecteurs, il n'y a pas certains qui ont des protégés à son fournier? C'est ça la question. Monsieur Cheikh, je peux parler? Est-ce que c'est une inspection crédible? Ben voilà, est-ce que vous croyez, est-ce que vous faites confiance en ces équipes d'inspection? Même si on ne les connaît pas. Là-bas aussi, c'est le blackout total. Moi, je fais confiance à cette équipe d'inspecteurs. Et pourquoi il faut avoir confiance? Parce que dès que ça... Pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est à la base de cette inspection? C'est qu'il faut comprendre d'abord. C'est que si l'inspection n'arrive pas à faire le travail convenablement, c'est qu'il y aura toujours des remous. Parce que les enfants vont continuer toujours à rester dehors, à poursuivre les cours. Donc, moi, je trouve que cette inspection va faire bien le travail. Ils vont faire un compte rendu fiable. On est obligé de leur faire confiance. En tout cas, moi, je fais confiance. On est obligé de les faire, on n'a pas le choix. Moi, le problème, ce n'est pas l'inspection en question, mais ce sont les résultats et quelles sont les sanctions qu'on prendra. Parce que ça ne sert à rien de faire des inspections, de mettre des enfants dehors. Étant donné qu'il y a des cadres qui ont retiré de l'argent par-ci, par-là. Ça, c'est mieux pour eux. C'est ce que je dis. Ça, c'est inégal. On met les enfants d'or, quelques semaines après, 2 semaines, 3 semaines. Les enfants là reviennent encore à Symphonia pour suivre les cours. Moi, je n'ai pas de pitié pour j'ai dit les résultats. Si vous savez que vous êtes en train de... Mohamed Ali, je parle des résultats. Parce que moi, je me projette par rapport à l'éducation au MENA. Chaque fois, on fait des recensements, il y a des fautifs par-ci par-là, mais ça n'en finit pas. C'est la même chose. Voilà, donc moi par rapport à moi, mais même si c'est l'enseignement supérieur, mais c'est le même bateau. Donc ils vont faire des inspections, ils vont mettre des enfants. Après, les mêmes enfants seront là à se disputer des places. Comme on dit, moi je suis un éternel sceptique. Je suis ce qu'on appelle un Saint Thomas d'Aquin. Je ne crois que ce que je vois. D'accord. Et connaissant la suite de certaines enquêtes ou de certains audits dans ce pays, je préfère attendre de voir les résultats de cette inspection et de voir l'impact que cette inspection aura sur l'université de Symphonia et les conditions d'études. Ce sont des documents quand même qui permettent de faire l'identification. Parce que si quelqu'un est illégalement installé à Symphonia, c'est facile. À moins qu'il ne soit en complicité avec le service d'examen. Il n'y a pas de complicité avec ça. Non, mais le service d'examen, quand l'année dernière, quand on faisait la biométrie dans les universités, mais il y a eu des substitutions de photos. Mais l'inspection a démontré par la plus, si ce n'est pas ta photo qui se retrouve
dans la machine, mais on te rejette carrément. Oui, mais mon directeur, il y a eu des glissements de photos. Hein. Non, il n'y a pas eu de... Attendez, si, tout ça, il y a eu des glissements de photos. Non, les glissements de photos là ont été corrigés. Je sais ce que je suis en train de dire. Mais moi j'ai vu des enfants avec des sans photos composées. Non, ça c'est notre problème. C'est pas lié à... Non, attendez, non, c'est pas lié à... Moi je pense que la prudence voudrait que nous attendions les résultats du vérificateur général et de ses inspecteurs. On sera mieux outillé, mieux informé pour s'exprimer là-dessus. On ne va pas a priori donner un jugement. Attendons. Mais ce qui est sur le net valide, il faut avoir confiance réellement au service de ce pays. Oui, mais ça c'est clair. Cela ne m'interdit pas de douter. Cela ne nous interdit pas de douter. Mais mon directeur, je vous rappelle qu'il y a eu des inspections qui se sont tenues, mais après toujours on a remarqué que ce sont les mêmes problèmes qui persistent, qui deviennent récurrents. Coup d'épée dans l'eau. D'accord. On est habitué des faits. Il faut continuer à suivre les dossiers. Surtout si on avait au moins quelqu'un qui acceptait de nous. Mais je vous garantis qu'à Symphonia, personne n'a envie de parler. Même si vous demandez un numéro de téléphone à quelqu'un, il est prudent de donner son numéro de téléphone. C'est l'omerta, Mohamed Ali, c'est l'omerta total. Tout le monde dans la même C'est que tout le monde a vu la disparition du coffre-fort. Symphonia est devenu. Et d'ailleurs, je crois qu'on va revenir d'ailleurs sur la question du coffre-fort. Mais pour le moment, nous continuons notre émission sur un autre thème, juste après cette transition, mesdames et messieurs. Être et savoir. Nous partons maintenant au ministère de l'enseignement supérieur, au ministère de l'enseignement préuniversitaire, enfin, au ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Excusez-moi parce que ça a tellement changé de nom qu'on a l'impression que chaque nouveau ministre correspond à une nouvelle dénomination. Département. Donc on part maintenant au ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette année, cette semaine, après une réunion de cabinet, effectivement, on a présenté de façon provisoire la liste des candidats, monsieur Valli. Effectivement. À l'issue du conseil de ministres, du conseil de cabinet, du 29 mars 2021, au sein du département, on nous a annoncé, les services du ministère nous ont annoncé qu'il y a 20 209 candidatures qui ont été purement et simplement rejetées au compte des examens nationaux. Et je rappelais d'ailleurs les trois examens. Et je rappelais que l'année dernière, il n'y avait que 830 candidatures qui avaient été rejetées. Donc, forcément, l'observateur que nous sommes, les parents d'élèves que nous sommes, on se pose la question, pourquoi cette cascade de rejet? Pourquoi est-ce que nous passons de 830 cas de rejet en 2020 pour nous retrouver à 20 209, je dis bien 20 209 cas de rejet? C'est quand même différent. Il ne faut pas oublier que l'année passée, au départ, c'était 11 000 et quelques. Non, plus que ça. Maintenant, il y a eu des pressions par-ci, par-là. Des pressions, je le dis franchement. Il y a eu des pressions par-ci, par-là. Le ministre a lâché du lest. Le mot est fort. Oui, le ministre a lâché du lest et puis ça s'est passé. Alpha, avez-vous entendu le ministre, l'année passée, ce qui s'est passé, on ne peut pas lui imputer tout ce qui s'est passé comme dégâts. Le mot il est fort. Ah, bien sûr. Les gars. Des pressions, le mot il est fort. Monsieur Mohamed Ali, il faut que je parle. Oui, je sais. Mais est-ce qu'on peut mettre un peu d'ordre dans cette émission? Parce que vous voyez, si nous partons de coq à l'âne, ceux qui nous écoutent ne pourront pas comprendre. La question que nous posons, l'écart de 20 000 qu'ils viennent, la première question que nous posons, qu'est-ce que cela vous inspire, vous d'abord, monsieur Cheikh? D'abord, comment l'écart est venu? L'année passée, il y a eu au départ plus de 11 000, 12 000 et quelques candidats qui devaient être rejetés. Mais il y a eu des pressions, je le reprends, il y a eu des pressions par-ci, par-là. Ça s'est réduit, le ministre a lâché du lest parce qu'il venait juste d'arriver. En plus de ceux qui ont redoublé, il y a eu des passants, parce qu'actuellement dans les lycées, on ne redouble presque pas. Il y a eu des passants qui sont venus. Par rapport à ces passants, il y a des enfants qui ont été inscrits dans les classes de 11e qui n'avaient pas de brevet et qui sont venus avec des diplômes falsifiés par-ci, par-là. Là aussi, c'est le moment de chercher à savoir d'où ces enfants ont pris ces diplômes falsifiés avec des têtes photos cachées tout. Ces enfants sont venus se présenter et ont trompé,
La vigilance des encadreurs avec des diplômes et autres. On les a présentés et c'est ce qui a donné ces résultats. Donc il y a eu un plus sur quelque chose qui était déjà là. Surtout que ce chiffre-là, d'abord, c'est un chiffre. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais 20 000 candidatures rejetées. Est-ce que nous faisons face à une fraude massive au niveau des dossiers de candidature? Oui, fraude massive au niveau de dossiers de candidature de nos candidats aux différents examens nationaux. Oui. Mais il faut rappeler que cette situation elle est beaucoup plus concentrée au niveau des classes de 10e année au BPC, et ceux qui doivent faire le brevet cette année, et ceux qui doivent passer le baccalauréat unique. D'accord. Et dans la chose, il faut comprendre que les enfants qui sont rejetés, ce sont des enfants qui sont frappés par les sessions rapprochées. Oui. C'est-à-dire cette année principalement, ceux qui doivent faire le baccalauréat, ce sont ceux-là qui ont eu le BPC l'année 2017, l'année 2018, ceux qui doivent faire le baccalauréat cette année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un promu. Quand tu es promu, le promu est considéré comme ce dernier qui a eu le BPC en 2018. Maintenant, le redoublant, c'est ce dernier qui a eu le BPC en 2017. Donc, tout élève qui se retrouve hors de ces 2 années, si tu es en avance, ça veut dire que tu es considéré comme un élève en session éloignée, c'est-à-dire celui qui a eu par exemple le bac en 2016, 2015, ainsi de suite. Ça veut dire que toi, tu es dans une session éloignée. Mais cette année principalement, ceux qui ont des problèmes, ce sont ceux-là qui sont dans les sessions rapprochées, c'est-à-dire qui ont eu le BPC en 2019, qui ont été installés en 11e année, et donc qui se retrouvent en terminale cette année. Qui ne veulent pas faire la deuxième année, j'en connais quelques-uns. Ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont ceux-là qui ne sont pas admis officiellement au BPC. Les fraudeurs. Et ceux-là aussi qui ne sont pas admis officiellement à l'examen d'entrée en 7e année. D'accord. Donc, c'est ce qui explique réellement... On va tenter d'en comprendre un peu plus, d'en savoir un peu plus, avec le chargé de communication du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est bien sûr M. Sidiki, Mamadi Sidiki Camara. Il est avec nous au bout de fil. M. Camara, bonsoir. Oui, bonsoir. D'accord. Monsieur Vali, la première question. Monsieur Mamadi Sidiki Camara, bonjour. Voilà, oui, bonjour. Voilà, merci beaucoup, merci pour votre intervention. Ma première question est de savoir quelles sont les raisons, parce qu'on en a évoqué quelques-unes ici, mais quelles sont les raisons qui ont motivé cette cascade de rejet des candidatures aux examens? Bon, écoutez, je pense qu'avant d'évoquer les raisons, il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas d'une première expérience. C'est un exercice que nous avons l'habitude de faire, un exercice de routine chaque année dès que l'année scolaire commence. C'est important, bien sûr, de préciser qu'à chaque année, nous demandons à nos structures à la base de remonter à temps la liste des candidats aux différents examens. Et une fois que les listes-là sont remontées à travers les DPE jusqu'aux IRE et puis le département, le service examen a le temps, conformément à la base de données qu'il a, de vérifier chaque dossier de candidature. Bien entendu, c'est des règles, ce sont nos principes. Évidemment. Et une fois qu'un dossier répond correctement aux critères imposés pour être candidat à tel ou tel examen, le dossier est retenu. Mais dès on constate qu'il y a des défaillances au niveau d'un dossier, on retourne. Donc le rejet là, je pense qu'il faut le prendre avec un sens relatif. On retourne le dossier en indiquant aux élèves concernés et aux autorités à la base concernées que c'est pour telle raison que tel dossier est rejeté. Comme ça, l'intéressé est informé à temps, il a encore des mois devant lui, et s'il vérifie, il trouve que ce qui est dit est vrai, il se met à jour et il remet son dossier dans le circuit, et au finish d'ici les examens, il est pris en compte. Merci beaucoup. Monsieur Camara. Pour répondre maintenant directement à votre question. Oui. Vous dites les raisons, peut-être que le service examen est mieux placé pour citer d'autres, mais ce que je sais, c'est que si on prend par exemple un candidat qui veut postuler pour le baccalauréat, il est candidat au baccalauréat cette année, mais son dossier qui est arrivé au service examen
soit par oubli, ou alors par le fait ça n'existe pas. Il n'y a pas l'attestation du BEPC dans ce dossier, le dossier là est renvoyé automatiquement. Merci beaucoup, On ne monsieur. dit pas que le candidat, s'il est titulaire du BEPC, il ne sera pas pris, mais il faut qu'il parte s'arranger à mettre une copie de son attestation du BEPC dans le dossier pour que le dossier passe. Ça, c'est un exemple. Si on constate également, au niveau d'un dossier, par exemple, qu'il y a la session rapprochée, le dossier là également, je sais qu'il est automatiquement retourné pour ne pas être reçu. Qu'est-ce qu'on appelle session rapprochée? Vous ne pouvez pas prétendre faire le baccalauréat cette année si ce n'est que l'année dernière où il n'y a seulement que 2 ans, vous avez fait le brevet. Effectivement. Si vous mettez votre attestation du brevet dans votre dossier du baccalauréat pour attester que vous avez eu le brevet, la première chose à regarder, c'est la date. Si on trouve que c'est en 1900, en 2020 ou 19 par exemple. Quand la deuxième question, voilà. Monsieur Mamadi, monsieur Alpha nous expliquait ça tout de suite, il est responsable scolaire. Voilà, monsieur Mamadi Camara, moi j'ai échangé avec certains responsables du département qui affirment aussi que les fonds alloués au DCE, au DPE pour l'organisation des examens dépendent du quota de candidats qu'ils envoient aux examens nationaux. On parle carrément de magouille, de nombre de candidats qui sont gonflés pour recevoir des fonds alloués plus importants. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous en savez? Bon, je ne suis pas à l'aise en parlant des finances parce que je suis limité dans ce sens-là. Non. Au fait, le problème, ce n'est pas... Est-ce que... Monsieur Camara, ce n'est pas de savoir est-ce que vous savez combien, mais est-ce que vous avez entendu parler de la pratique? Dites-nous, est-ce que c'est vrai que lorsqu'une direction communale de l'éducation envoie plus de candidats, elle a plus de fonds? Bon, bien que la réception elle est très mauvaise sur moi, mais je crois avoir compris que si une DCE, par exemple, reçoit envoie 12 000 candidats et que c'est conformément à ces 12 000 là qu'on fait le financement, c'est de cela que vous parlez. Effectivement, monsieur. Je ne sais pas de quel financement vous parlez, mais ce que je sais, c'est que la prise en charge des examens, c'est au niveau national. C'est au niveau national et le nombre de candidats retenus, c'est pourquoi les fournitures et les choses là, ce n'est pas les DCE qui les achètent. Les feuilles d'examen et autres, là, tous les intrants qui rentrent dans le déroulement ce ne sont pas les DCE ou les IRE qui les achètent. Attention. Mais ce qui reste clair, c'est qu'entre le service examen et les DCE, ce ping-pong-là, c'est pourquoi j'ai parlé de routine. Ce ping-pong-là existe jusqu'à une date limite proche de la date du démarrage des examens. Très bien. Alors, donc les 20 000 et quelques candidatures. Un délai fixe au DPE, DCE et aux IRE. Passer ce délai, aucune liste n'est désormais acceptée. Donc pour le moment, les 20 000 et quelques candidatures rejetées ne sont pas... Pour que ceux qui sont en retard puissent tout de suite se mettre à jour. Donc ce ne sont pas des rejets définitifs, M. Camara. On tiendra compte de l'effectif envoyé par chaque endroit et on embarque le nombre de cahiers, de brouillons, le nombre de copies, le nombre de tout ce qui doivent être envoyés pour que cette préfecture-là ou cette DCE-là soit servie. Ça part de Conakry pour être envoyé. La question c'est, donc ça veut dire, M. Camara, que les 20 000 candidats, les 20 000 et quelques candidatures rejetées ce n'est pas un rejet définitif. Non. La précision, elle est importante à mon avis. D'accord. Monsieur Cheikh, question. Monsieur Camara, quand le MENA s'est rendu compte qu'il y a des enfants qui sont en situation irrégulière, étant donné que les dossiers proviennent des DCE et que ça remonte au MENA, est-ce que le ministre a jugé opportun d'appeler les directeurs communaux pour leur faire la remarque, ou bien certains cadres du service examen pour leur faire la remarque? Est-ce qu'il l'a fait?
Bon, honnêtement, je n'ai pas compris votre question. Faites un peu d'effort parce que la réception, quand même, chez moi ici est difficile. Donc, on va couper parce que nous-mêmes, l'interaction devient difficile. On va couper cet appel et on va vous rappeler, voir si ça va marcher. Mesdames et messieurs, on va essayer de rappeler le chargé de communication pour que la communication. Mais c'est un tout petit peu ce que vous étiez en train de dire, monsieur Alpha. Voilà. Ce que je comprends, moi, c'est que ce n'est pas un rejet définitif. C'est pas un rejet définitif. Donc, il va y avoir beaucoup plus de. Oui, parce qu'il y a la situation des candidatures libres. Voilà, il y a cette situation et tous les éléments de preuve que d'autres candidats pourront apporter après ce premier rejet. Moi, je pense que ça ne serait pas mis à côté. Donc, c'est dire que, comme il a bien dit dans le préambule, que c'est relatif. C'est très relatif. Monsieur Alpha, moi, je vais encore faire l'oiseau de mauvais augure. Monsieur Cheikh a parlé de pression. Et l'année dernière, on se souviendra que des responsables d'école ont rencontré le ministre par rapport à ces cas de rejet. Ce qui dénote que souvent, au-delà du contrôle de routine dont on nous parle ici, il y avait réellement un problème. D'accord. On a M. Sidiki en ligne qu'on va continuer. M. Cheikh, vous reprenez donc votre question, s'il vous plaît. Alors, M. Camara, je répète, je dis, quand le MENA s'est rendu compte qu'il y a à peu près 20 000 et quelques candidats en situation irrégulière, je sais que c'est relatif, mais le MENA savait déjà que ces listes provenaient des DCE. Est-ce que le ministre ou un cadre du MENA a fait appel à ces DCE et les a fait la remarque parce qu'ils ont envoyé des listes où il y avait des candidats qui ne devaient pas être présentés? Est-ce que le ministre a pris le devant et a convoqué ces DCE? Est-ce que le département a fait la remarque au DCE? Oui, c'est vrai que la question elle est pertinente puisque les DCE savent déjà les principes, savent les critères. Mais peut-être que le contrôle, il n'est jamais trop de contrôler. Les contrôles se font à des étapes différentes. Lorsque les écoles contrôlent à leur niveau avant d'envoyer à la DCE, une fois que les dossiers arrivent à la DCE aussi procède à son contrôle. Et une fois que les dossiers quittent la DCE, à l'IRE également, il y a un contrôle. C'est le circuit normal, ça, avant que ça n'arrive au service examen. Mais qu'à cela ne tienne, si une défaillance échappe à ces trois premières étapes, il est clair qu'au niveau du service examen, on trouve tous les moyens, parce qu'on a le temps suffisant, de voir minutieusement si réellement les critères exigés sont respectés ou pas. Maintenant que ces fautes-là soient expressément établies, ou alors que c'est par inattention, que c'est parti depuis l'école, échapper à la DCE, échapper à l'IRE jusqu'à se retrouver, pour nous, il faut avoir plusieurs étapes de vérification. Et Dieu merci, au niveau du service examen, les contrôles sont si stricts et si renforcés que le candidat qui n'est pas en règle n'a presque pas de chance d'échapper et de passer par les mailles. Mais M. Camara, ce n'est pas que les DCE et les autres là ne sont pas informés. Monsieur Camara, mais nous insistons toujours de vérifier, mais le service examen est la dernière étape de vérification. D'accord. Et à chaque fois qu'on constate une défaillance, on revient à la DCE en question et on dit ce que nous avons à dire à la DCE par rapport à la vigilance sur l'examen, parce qu'il y a des services d'examen dans les DCE, on les interpelle là-dessus, mais nous bloquons et nous retournons. Monsieur Camara, voilà comment le circuit se passe. Mamadi Sidiki Camara, chargé de communication au ministère de l'Éducation nationale. Alors, moi je voudrais savoir, est-ce que ces multiples vérifications, aller-retour des dossiers entre le département, enfin le service examen et puis la DCE ne favorisent pas l'irrégularité, la corruption par exemple? Régulariser ne favorise pas la corruption, ces multiples vérifications, les va-et-vient des différents dossiers, parce que nous supposons que ce sont des spécialistes qui sont au niveau des DCE. D'où viennent les dossiers pour les services d'examen. Donc ils savent, ils peuvent faire des vérifications à leur niveau et plus facilement avant que ça n'arrive. Si nous prenons par exemple l'année dernière, je pense dans un premier temps, il y avait plus de 10 000 candidatures qui avaient été rejetées pour finalement
réduire jusqu'à 800 candidatures résidentes. Ça donne plus l'impression qu'il y a plus de négociations pour laisser des candidats passer que de vérifications véritables. Maintenant, nous sommes à 20 000. On ne serait pas étonné si, à la fin, à l'approche des examens, on est à 500 candidatures rejetées seulement. Est-ce que ce ping-pong de dossiers ne favorise pas la corruption? On peut comprendre comme ça, et je ne suis pas totalement opposé à ce que vous dites. Nous estimons avant tout que peut-être, c'est ce que je viens de dire, que ce soit fait à dessein ou pas, nous estimons en un premier lieu que l'erreur, elle est humaine. Et que l'homme est censé se tromper, on le comprend comme ça. Même si peut-être c'est fait à dessein. Mais ce qui est évident, c'est que si les autres ont pu laisser passer pour une raison ou pour une autre, qu'ils soient rassurés qu'il y a une étape à laquelle rien n'est possible parce qu'ils ne peuvent pas quitter la venir corriger au niveau du service d'examen. Il y a une base de données, il y a des appareils qui sont déjà là pour vérification, il y a des hommes qui sont là pour vérification. Donc nous estimons que, quelle que soit la raison, cela n'empêche pas que nous interpellions nos responsables à la base pour leur dire que ce qu'ils nous ont envoyé au niveau du service d'examen, il y a des imperfections. Mais le fait de retourner le dossier est une sanction morale en soi. D'accord. Dernière question rapidement avec l'année à tourner autour ceux qui veulent le faire sciemment, mais une fois que ça arrive au service d'examen, ils ont zéro chance pour que cela passe. Allez-y, on a plus. Monsieur Kamara, juste une minute. Ils se font perdre du temps. Parce qu'à la fin de compte, ils trouveront qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes et ils verront que l'année, l'examen de l'année... Monsieur Kamara, la dernière question qu'on va vous poser, est-ce que vous ne pensez pas que ce contrôle-là puisse commencer depuis les classes de 7e année? On renforce le contrôle depuis la 7e année et en 11e année pour éviter à ce qu'il y ait des contrôles spécifiquement par rapport aux classes d'examen. Parce que est-ce qu'il ne faut pas commencer les contrôles plus antérieurement? Voilà. Bon, j'ai eu du mal à comprendre. Est-ce qu'il ne faut pas commencer ces contrôles-là dans les classes antérieures, depuis la 7e année, et la 11e année, pour éviter tous ces problèmes-là? Parce qu'un enfant qui a déjà commencé un cours en terminale, ou bien en 10e année, au beau milieu de l'année scolaire, qu'on lui dise qu'il n'est pas candidat. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Est-ce qu'il ne faut pas commencer ce contrôle-là depuis les classes de 7e et les classes de 11e année? Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est en principe. En principe, les contrôles doivent être renforcés à tous les niveaux. D'accord. Je ne sais pas comment est-ce qu'un enfant qui n'a par exemple pas eu le brevet, il n'a pas le BEPC, peut aller s'installer dans une école et être admis dans une classe de 11e année. On n'exige pas à ce qu'il ait l'attestation du PEPC dans son dossier. D'accord. Parce que ce sont peut-être des gombos du ménage ou des responsables d'établissement. Non. Je crois que la décantation allait être faite depuis. D'accord. Merci, monsieur. Cela nous tient parce que nous constatons quand même la légèreté ou la complicité de certains encadreurs, soit encadreurs d'école ou même encadreurs administratifs, les autorités administratives. Nous attendons au même moment, mais quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, c'est que c'est le postulant qui perd le premier, et s'il a dû faire des négociations, il aura à s'expliquer avec celui à qui il a traité. Mais nous prenons toutes les dispositions pour que cela ne se fasse pas. Nous sommes vraiment obligés, pris par le temps. Monsieur Kamara, merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. On va donc aller rapidement, vous l'avez compris, avec nous, on a plus de 2 minutes pour terminer. C'est une demande. Mais, on admet quelque part. Mais ce qui est sur le net, je pense bien que ce contrôle-là, si on doit le faire, c'est pour ceux qui doivent faire le BPC, il faut commencer ce contrôle depuis la 7e année. D'accord. Pour ceux qui doivent faire le bac, il faut commencer le contrôle depuis la 11e année. Mais si vous laissez les enfants évoluer, si vous laissez les enfants évoluer dans ce sens-là, moi je pense bien que ça va être un problème. Parce que imaginez qu'on dise que 20 000 et 209 candidats rejetés aux examens nationaux pour un parent d'élève qui a payé. Monsieur Alpha, il faudrait que nous soyons quelque peu responsables de ce que nous posons comme acte. Oui.
ce sont les écoles qu'il faut incriminer dans cette situation. Parce que le département rejette, mais la plupart des écoles connaissent les conditions de validation d'un dossier. Si au début vous acceptez l'enfant, attendez, un fraudeur demeure un fraudeur. Si au début vous acceptez l'enfant en sachant qu'il y avait un problème et qu'à la fin que le problème surgit, je pense qu'on doit en tirer les conséquences. On ne doit pas incriminer. De toutes les façons, on sait, on attend, il n'y aura pas 20 000 candidatures rejetées. Voilà. Les négociations sont en cours. Donc on revient à ce que j'ai dit par rapport aux pressions. Vous avez totalement raison, monsieur Cheksan, cet après-midi. Merci d'avoir. Alors, merci à chacun d'avoir accepté d'analyser ces différents sujets dans cette émission. Merci d'être passé. On se retrouve demain, c'est ça? Oui, c'est demain. C'était nous pour vous, parce qu'une école sous-développée est une école contrôlée par des gens qui se moquent bien de l'éducation, mesdames et messieurs. Travaillons donc à ce que la nôtre ne soit pas une vérité qui nous mente. On se retrouve donc demain dans une autre émission sur le même plateau. Au revoir. Être et savoir.